et étroitement tout ce qui est local qu'un satellite ne pourrait jamais apporter. Jean-Guy Reims, consultant en télécommunications, observe constamment l'évolution de la télévision. La télévision de l'avenir, ça va être un mélange d'ordinateurs et de téléviseurs. Il y a vraiment une fusion des deux technologies qui est en train de se produire à l'heure actuelle. Et ça va donner une espèce de système qui va être numérique, évidemment, donc la qualité de l'image qu'il y a sur un ordinateur. Ça va être une haute définition, ça va être une qualité d'image parfaite, exactement comme l'image qui est filmée au moment où elle est filmée. Alors le fait qu'elle soit numérique fait qu'on pourra interagir. Vous allez recevoir une image qui va venir de TVA, de Radio-Canada, de CBS, de n'importe où, mais vous pourrez renvoyer un signal, renvoyer des ordres, renvoyer des commandes. La télévision est déjà en voie de devenir transactionnelle. C'est-à-dire que de plus en plus, on paye à l'expérience la télévision qu'on consomme. Et donc, oui, il y a de fortes chances qu'on va aboutir, si on ne fait pas attention ou si on ne surveille pas de près, on va aboutir très rapidement à une télévision pour les riches et une télévision pour les pauvres. La télévision gratuite, c'est presque fini à toute fin pratique. Pour Vidéotron, on croit que d'ici l'an 2000, nos tarifs vont être à la baisse, ils ne sont pas à la hausse. Et que les gens vont avoir beaucoup plus à ce moment-là pour le même prix qu'ils paient aujourd'hui. Télévision à la carte, multiplication des canaux, satellites de plus en plus nombreux, c'est vrai que la télévision change. Mais pour Jean-Guy Reims, la révolution, c'est la télévision à haute définition. Les premières émissions en TVHD vont commencer dès 1996 aux États-Unis. Oui, et le Canada suivra tout de suite. Pas besoin d'être un grand spécialiste pour constater que ce téléviseur est complètement dépassé. Mais saviez-vous que le vôtre, celui-là même que vous regardez en ce moment, sera dans quelques années à peine lui aussi révolu? Et oui, d'ici une dizaine d'années, vous vous procurerez sans doute une télé à haute définition, soit parce que tout le monde en aura une, soit encore parce que vous êtes maniaque de nouveautés. Eh bien, cette nouvelle télé, elle vous coûtera entre 3 000 et 5 000 $. Décidément, on n'arrête pas le progrès. Brigitte Vincent, TVA, Montréal. Je reçois maintenant Gaétan Tremblay, qui est professeur de communication à l'Université du Québec à Montréal. Il est membre du groupe de recherche sur les industries culturelles et l'informatisation sociale. Monsieur Tremblay, bonsoir. Bonsoir, M. Nadeau. Bien sûr, dans quoi ce qu'on vient d'entendre, c'est que dans 5 ans, 10 ans maximum, tout ce qu'on connaît comme télévision maintenant aura éclaté comme structure de télévision. Est-ce que c'est le cas d'après vous? Oui et non. La télévision a déjà beaucoup changé au cours des années 80. Elle est appelée à changer encore de façon radicale. Quelques personnes interviewées l'ont déjà mentionné. Mais quand je dis oui et non, c'est que c'est pas la première fois depuis la fin du 19e siècle qu'un nouveau média ou qu'un nouveau développement technologique vient s'additionner aux médias déjà existants. Et dans un certain sens, la télévision telle qu'on la connaît maintenant, c'est-à-dire la télévision locale, la télévision grand public, n'est pas appelée nécessairement à disparaître. Mais elle ne sera plus jamais la même avec ses 200 ou 300 canaux, c'est sûr. Bon, justement, ces fameuses petites soucoupes, là, ces fameuses antennes paraboliques que les gens pourront se procurer, décodeurs compris, pour un petit peu moins de 1 000 $, c'est ça qui risque de tout modifier, de tout transformer, en fait. Par exemple, le câble, à ce moment-là, on n'aura plus besoin. Les gens ne seront plus branchés sur le câble s'ils vont chercher 200 canaux en branchant leur soucoupe parabolique dans leur fenêtre de salle à manger. C'est vrai que la préoccupation qui est à l'origine des audiences du CRTC, c'est le lancement très prochain par une compagnie importante, Hughes Aircraft, qui est le plus gros fabricant de satellites au monde. C'est le lancement d'un satellite qu'on appelle de diffusion directe. C'est-à-dire que on pourra, avec une petite antenne qui va faire moins d'1,5 pied de diamètre, capter les 200 ou 300 canaux qui seront offerts à nos voisins du Sud et à nous aussi. C'est couplé avec d'autres changement technologique qu'on appelle la compression vidéo numérique, qui va permettre cette multiplication des canaux, pas seulement sur le satellite, mais aussi sur le câble. Je vais prendre, sans entrer dans les détails techniques, pour essayer d'illustrer par une analogie qu'est-ce que ça veut dire la compression vidéo numérique. C'est un petit peu comme le transport des meubles Ikea ou Kitatu. Ça prend beaucoup moins d'espace,
les transporter, on en met beaucoup plus dans un camion, mais il faut à l'arrivée quelqu'un pour reconstituer le meuble, hein, pour reconstituer le signal. La plupart des gens n'arrivent pas à le faire, moi en tout cas. Voilà, et dans le cas de la diffusion par satellite, on ne vous demandera pas de bricoler l'émission, mais on vous demandera d'acheter aussi un décodeur hein, pour reconstituer le signal. Et qu'est-ce qui arrive du câble dans ce temps-là? Est-ce que M. Chagnon, par exemple, ou tous les câbles-distributeurs Rogers, Pouliot doivent être inquiets? Est-ce que cette industrie-là va quand même continuer? Ils sont effectivement très inquiets, c'est-à-dire les anglophones surtout. Hein, parce que c'est sûr que l'impact ne sera pas le même sur le marché francophone. N'oublions pas qu'il n'y a toujours que le tiers des Québécois qui sont bilingues, de sorte que le marché québécois ne sera pas autant grugé que le marché anglophone. Moi, c'est toujours très difficile de prévoir exactement qu'est-ce qui va se passer et combien d'abonnés au câble vont lâcher le câble pour le satellite. Peut-être un 5 ou 10 Pas beaucoup plus que ça, en tout cas, dans le milieu francophone, c'est ce que vous dites. Voilà. On peut se demander aussi comment on peut faire pour protéger le potentiel de création et de production d'ici, de chez nous, sans bloquer l'accès à ce qui se fait ailleurs. C'est ça aussi peut-être qui est la question de fond. C'est, à mon avis, la question la plus importante, parce qu'on peut prendre une autre analogie. Le marché de la télévision ressemblera vraisemblablement au marché du livre, par exemple. Dans une librairie québécoise, vous ne retrouvez pas que des livres québécois. Vous trouvez des livres américains, des livres anglais, latino-américains, etc. L'important, c'est de s'assurer qu'il y a une présence adéquate de livres québécois et donc qu'on supporte la création québécoise et canadienne. Pour ça, il faudra peut-être envisager, pour financer cette production, de taxer, dans une certaine mesure, les productions étrangères, de demander aux câbles distributeurs de contribuer davantage à la production d'émissions canadiennes, mais aussi demander aux distributeurs par satellite ou à ceux qui possèdent des antennes de réception de contribuer annuellement pour supporter la... Si vous vous débranchez du câble, vous devrez payer une taxe spéciale. Si vous utilisez une antenne de satellite, bien entendu, qui permettra surtout de recevoir des canaux américains, hein, parce que les canaux, M. Chagnon a bien raison, c'est-à-dire les satellites ne diffuseront pas le canal communautaire ou la station locale, qui intéresse beaucoup les consommateurs. C'est tout, malheureusement, mais c'était fort intéressant. Je vous remercie beaucoup, M. Tremblay. Merci beaucoup. On va vous amener en prison, partager la vie des prisonniers. On va s'interroger sur la surpopulation dans les prisons et notre système de libération conditionnelle. Mardi, 21h. L'Assemblée nationale, la dernière... Dimanche dernier au Bourget, en banlieue de Paris, Jacques Chirac officie à la grand-messe du RPR, le parti le plus populaire de France, qui se réclame toujours de Charles de Gaulle. Pour Chirac, maire de Paris et président du RPR, la victoire est à portée de la main et ses militants sont gonflés à bloc. La route que nous allons parcourir ensemble est encore longue. J'ai confiance en l'avenir parce que, mes chers compagnons, j'ai confiance en vous. Vive la République et vive la France! La campagne a commencé officiellement lundi dernier. Les murs de Paris sont déjà tapissés d'affiches qui n'attirent cependant pas beaucoup d'attention. Depuis plusieurs mois, les sondages prédisent une victoire écrasante pour la droite et la campagne ne suscite donc pas beaucoup de passion. Alain Duhamel est l'auteur de plusieurs livres qui en ont fait un des analystes politiques les mieux cotés en France. Alain Duhamel, trouvez-vous intéressante cette campagne électorale? Pas du tout. Je trouve qu'elle est terne et il n'y a pas de suspense. On sait que la droite libérale va gagner, donc il n'y a pas de suspense. Il n'y a pas d'argument, parce que comme la droite est sûre de gagner, c'est pas la peine qu'elle s'engage trop précisément en plus, donc elle ne le fait pas. Et comme la gauche est sûre de perdre, si elle a des idées, ce qui reste à démontrer, si elle a des idées nouvelles, elle les garde pour la fois d'après, pour l'élection présidentielle. Donc, ça n'est pas intéressant. En se réveillant au lendemain des élections, les Français se rendront compte qu'ayant chassé les socialistes, ils auront élu une formidable majorité de députés de la droite, pas toujours très unis quant à la façon d'exercer le pouvoir. Le parti RPR de Jacques Chirac devrait être le pivot du prochain gouvernement, mais il lui faudra composer avec d'autres groupes qui se réclament de Giscard d'Estaing, de François Léotard, de Raymond Barre. Et cela, tout en ferraillant avec François Mitterrand, bien en poste à l'Élysée, et qui a bien l'intention de jouer les contrepoids. Ce ne sera pas la première fois que François Mitterrand composera avec un gouvernement de droite.
Il a eu Jacques Chirac comme Premier ministre pendant 2 ans, en 1986-88. Ainsi le veut la Constitution, quand le président et la majorité parlementaire sont de couleurs différentes. Cette première cohabitation avait été difficile, mais polie. La deuxième s'annonce pénible, voire brutale. Philippe Séguin, membre du RPR, était ministre dans le premier gouvernement de cohabitation. Il ne sera pas du second à cause de ses positions sur l'Europe. Cela semble lui convenir. De toute façon, dans une cohabitation, et je parle d'expérience, le vrai problème, il ne se pose pas entre le président de la République et le gouvernement. Parce que le gouvernement, il peut toujours gouverner, du fait des dispositions constitutionnelles. Non, le problème, il est plutôt entre le gouvernement et l'opinion publique. Et le problème de la future majorité, c'est-à-dire le problème de ceux qui, dans l'opposition, font campagne aujourd'hui, c'est de convaincre les gens de la nécessité d'efforts et de sacrifices, alors même que des résultats tangibles ne vont pas être obtenus immédiatement. Parmi tous les candidats dans la région parisienne, il en est un qui attire particulièrement l'attention. Mon père a été un ami du général de Gaulle pendant de nombreuses années, de votre grand-père, je crois. Tout à fait, oui. Et je dirige une petite association de... Jean de Gaulle est le petit-fils de celui qui est venu chanter le Québec libre au balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal en juillet 1967. Son élection semble assurée. Il sera député, une fonction que son célèbre grand-père ne tenait pas en estime. On est 4. Voilà, sans transition, campagne officielle de législative hier. Au cœur de la campagne, on retrouve les affaires, ces innombrables scandales qui ont terni l'image du gouvernement socialiste. Chaque soir, les affaires forment la matière des Guignols de l'info, une émission d'humour. Une des têtes de Turc préférées en est le Premier ministre Pierre Bérégovoy. Eh bien, François Mitterrand est comme vous. Il place l'amitié au-dessus de tout. Il a trouvé du travail à un ami, c'est tout. Et c'est bien. Roland-Pierre Paringot, journaliste au quotidien Le Monde, a enquêté sur les affaires. Et les socialistes qui étaient arrivés avec un discours vertueux se trouvent aujourd'hui avec un certain nombre de casseroles qui sont les affaires. Certaines sont individuelles, d'autres montrent qu'il y a eu des véritables systèmes mis en place par le parti. C'est l'affaire Urbain, c'est-à-dire la mise en coupe réglée des marchés dans toutes les localités où il y avait des socialistes. Et aujourd'hui, évidemment, c'est devenu un élément de la campagne électorale. C'est même le deuxième argument après le chômage de rejet des socialistes par l'opinion publique. Dans l'entourage direct du président, on trouve des gens qui, de toute évidence, ont joué un rôle. Et même s'il y a ce qu'on appelle des fusibles, des chefs de cabinet, des intermédiaires, qui permettent de protéger ces gens-là, si vous voulez, se dessinent autour de ce qui aurait dû être les plus vertueux, des cercles qui sont assez douteux et où on voit effectivement tout cet argent sale qui circule, quoi. Claude Estier, sénateur, est le président du groupe socialiste au Sénat. Les affaires, ça a toujours existé, je dirais encore dans tous les pays et en France. Mais lorsque les affaires touchent la droite, ça ne choque pas outre mesure l'électorat de droite, parce que la droite et l'argent, ce sont des choses qui ont toujours fait bon ménage. Par contre, on considérait toujours que la gauche, et donc les socialistes, étaient à l'abri de la corruption à travers l'argent. Ces affaires sont sorties les unes après les autres, elles ont entretenu une chronique depuis plusieurs mois, et naturellement, sans mesurer exactement l'importance de chacune de ces affaires, l'opinion publique a eu le sentiment que les socialistes s'étaient en quelque sorte vautrés dans la corruption, ce qui n'est pas le cas, mais qui effectivement a joué considérablement contre notre image. Ça veut dire qu'elle qui avant s'arrogeait le monopole de la vertu, eh bien c'est quelque chose qu'elle ne pourra plus dire. Je trouve ça d'ailleurs très bien pour la suite. C'est beaucoup mieux qu'on juge les gens sur leur programme et sur leur capacité, plutôt que comme ça sur des préjugés en disant « moi j'ai la compétence, moi j'ai de la vertu », ce qui ne veut rien dire. Depuis 10 ans, les socialistes ont petit à petit déçu ceux qui les avaient élus en force. Il est connu que ce sont les gouvernements qui se défendent eux-mêmes. Et ici, en France, il n'y a pas eu d'exception à cette règle. Les mécontents du socialisme ne se sont pas tous jetés dans les bras de Chirac, loin de là. De nouvelles formations politiques se sont formées qui peuvent prétendre à un bon score électoral. C'est le cas du Parti vert et de Génération Écologie, dont les leaders sont Antoine Vecter et Brice Lalonde. L'émergence des Verts et des écologistes sur la scène politique, sur la scène sociale et économique,
fait que leurs propositions et leur positionnement, leur posture est telle qu'on ne peut pas les classer dans un bloc. Nous refusons d'ailleurs cette logique de bloc. Il faudrait être soit à droite, soit à gauche. Non. Je crois que cette vision linéaire, n'est-ce pas, depuis l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, n'a plus cours. Et que maintenant, il y a un phénomène politique nouveau, aussi bien en termes de propositions qu'en termes de reclassement électoral, qui sont les écologistes, qui ont leur dimension propre. C'est un nouvel espace. En cette belle journée de printemps, les Français ne pensent pas beaucoup aux élections de dimanche prochain. La victoire est déjà assurée pour la droite. Le rendez-vous qui compte vraiment, c'est l'élection présidentielle dans 2 ans. François Mitterrand ne pourra pas se représenter et la gauche aura un nouveau candidat, peut-être Michel Rocard. Alors la bataille sera féroce. Mais d'ici là, on ne s'attend pas à de grandes surprises. Je crois que les Français ont l'habitude d'avoir des grands projets, des grands dessins, des ambitions. Qu'ils en sont frustrés en ce moment, qu'en plus ils vivent dans une situation qui a été très modifiée sur le plan international, qu'aucun des deux camps ne leur propose quelque chose d'exaltant. D'ailleurs, personne ne peut proposer de miracle, bien entendu. Mais on peut proposer des objectifs quand même. Et là, c'est ce qui manque. Je trouve que c'est assez normal que ça ne soit pas apparu à l'occasion des élections législatives. Ça apparaîtra à l'occasion de l'élection présidentielle qui a lieu dans 2 ans au plus tard, donc dont la campagne commencera dans 1 an, et même peut-être avant. Alors, Rocard, Chirac, peut-être Giscard s'il était Premier ministre. Bon, voilà, c'est eux qui auront à démontrer qu'ils ont vraiment un projet cohérent. Ça, c'est pour l'année prochaine. Sont priés de se présenter au local de musique après les cours. Les cordes sont priés de se présenter à l'auditorium. Ceux qui désirent effectuer des changements de cours doivent le faire avant vendredi. Veuillez vous adresser à Madame Briand. Nous voici maintenant dans les toilettes des filles pour recueillir d'autres opinions. Karine? Les machines à condom dans les écoles ne devraient pas être permises parce que ça encourage le sexe. Ça dit aux jeunes, ici, on sait que vous avez des relations. Ça facilite les choses. Si ces machines n'étaient pas ici, je connais un tas de jeunes qui y penseraient 2 fois avant d'avoir des relations. Et puis de toute façon, il n'y en a pas beaucoup qui s'en serviront. Je ne me vois pas entrer dans les toilettes pour m'acheter un condom. Ça me gênerait. Je ne veux pas que mes amis sachent que j'ai des relations. Ce qui d'ailleurs est faux. C'est terrible, Erika. J'avais presque l'argent pour acheter la voiture. Et là, j'ai plus un sou et je dois une fortune à tout le monde. Tu es ma star d'un soir, tu es ma vedette à moi, celle que je gardais pour moi. Tu es ma star d'un soir, que tu sois vedette ou pas, cela ne m'importe pas. Tu es ma star à moi. Ce petit secret que tu gardais pour les intimes, le ressent vient de nous le faire partager. Oublie ta peur, oublie ce trac qui t'opprime. Ce soir tu passes à la télé. Tu es ma star d'un soir, tu es ma vedette à moi, celle que je gardais pour moi. Tu es ma star d'un soir, que tu sois vedette ou pas, cela ne m'importe pas, car tu es star ce soir. Merci beaucoup, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à Star d'un soir. Comment ça va tout le monde? Bonne humeur, dites-moi oui, j'espère, oui, tout le monde est en forme. Ce soir, nos stars d'un soir ont au moins un point en commun, elles viennent de loin ce soir. On peut dire qu'elles ont fait plusieurs kilomètres dans la neige avant de se retrouver ici dans leurs beaux souliers. Mais il paraît que le chemin de la gloire est long et que tout vient à point à qui sait attendre. Ce soir, il y en a même un qui a attendu 37 ans. 37 ans. Alors, on va le présenter ce soir. Et on est content qu'ils aient fait la route pour nous voir jusqu'ici parce que ce soir, vous allez voir, ils en valent vraiment le déplacement. Vous verrez donc ce soir nos invités, premièrement, de Saint-Félicien, M. Bernard Laprise, de Gracefield, près de Maniwaki, un beau monsieur de 77 ans, M. Ovila Roy, de Rimouski, Vitaly Beaulieu, de Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick. José Connors est avec nous ce soir.
Et ce soir, je vous dis tout de suite, on a des invités surprises, mais on a un vraiment pour notre star de 77 ans ce soir, quelqu'un de bien spécial. On fera aussi la connaissance de nouveaux concurrents de l'Auto-Québec ce soir, qui m'ont promis, il y a quelques instants, je lui parlais avant l'émission, m'ont promis de gagner 250 000 $ ce soir. Hein? Minimum. Yeah! Ils m'ont promis de gagner ça. Tout ce beau monde avec nos musiciens et choristes sous la direction de Maestro Luc Caron. Luc Caron. C'est un personnage flamboyant, excentrique, doré et adoré par ses admirateurs. Un personnage qui se glisse tour à tour dans la peau d'une reine de musical, d'une vedette de cinéma, d'une chanteuse populaire. De toute façon, c'est un personnage tout court, une grande vedette. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Michel Richard. Que voici, Michel. Hey, wow. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, tout le monde. On a des maisons de campagne en France, des regrets qui nous accompagnent en silence. On vit derrière des limousines de cristal. On fait la une des magazines, des étoiles. On est des gens de notre monde pour des gens qui nous embrassent et nous poignardent en passant. On signe des chèques en blanc et des autographes. On fait semblant de ne pas voir les photographes. On est tellement fragile, passé minuit sur la ville, auteur devant une feuille blanche, acteur à 3 jours des planches. On est tellement fragile, des funambules sur un fil, malgré l'amour du public, même si on se fout des critiques, on est souvent fragile et adolescent. On se fait un cinéma pour paraître.